Aller sur Mars. Franchement, aujourd'hui, ce n'est plus de la science-fiction. C'est devenu un vrai projet, un puzzle gigantesque où chaque pièce, que ce soit l'ingénierie, la biologie et même le droit, est en train d'être assemblée sous nos yeux. Alors oublions le rêve un instant et plongeons-nous dans le plan, le vrai plan concret pour bâtir notre futur foyer sur la planète rouge. Notre parcours va suivre celui des futurs colons. On va d'abord voir pourquoi, tout d'un coup, la course vers Mars s'est accélérée. Ensuite, on va s'attaquer au voyage en lui-même. 225 millions de kilomètres, c'est pas rien. Une fois arrivé, comment est-ce qu'on construit un abri? Comment on vit en autonomie? Et pour finir, la question qui fâche un peu. Au final, à qui appartiendra Mars? Bon, commençons par le début de cette nouvelle ère, parce qu'il s'est vraiment passé quelque chose en 2026. L'exploration de Mars a connu un reset complet. On est passé de l'idée de ramener des cailloux pour la science à un objectif beaucoup plus ambitieux, la colonisation. Et regardez à quel point tout a changé vite. En l'espace de quelques mois, la NASA a purement et simplement annulé 2 de ses projets majeurs, le retour d'échantillons martiens et la station lunaire Gateway. Le verdict? Trop lent, trop cher. La nouvelle priorité, ce n'est plus de rapporter des souvenirs de Mars, mais de développer les technologies pour s'y installer pour de bon, comme la propulsion nucléaire de la mission CERES-Terre Freedom. Une fois que la décision est prise, le premier obstacle est juste vertigineux. Comment on traverse cet immense vide spatial? Et pour ça, il y a 2 écoles, 2 philosophies qui s'affrontent de manière radicale. Essayons de visualiser ça, un instant. 225 millions de kilomètres. C'est plus de 5000 fois le tour de la Terre. Un tel gouffre, on ne peut pas le franchir avec nos fusées classiques. Non, là, il faut une véritable révolution technologique. Pour bien comprendre la différence entre les 2 approches, il y a un concept qui est absolument essentiel, l'impulsion spécifique, ou ISP. Pour faire simple, c'est un peu le kilomètre par litre d'un moteur de fusée. Une voiture avec une ISP élevée serait super économe. Eh bien, dans l'espace, c'est pareil. Plus l'ISP est grande, plus le moteur est efficace. On a donc 2 stratégies bien distinctes. D'un côté, SpaceX et son Starship. Ça, c'est la muscle-car de l'espace. Une puissance de feu monumentale, une accélération fulgurante. Mais ça consomme une quantité de carburant astronomique. De l'autre, on a la NASA et sa propulsion nucléaire. Ça, c'est plutôt le voilier cosmique. La poussée très faible, à peine une brise, mais elle est constante. C'est lent, mais c'est incroyablement efficace pour transporter des charges très lourdes sur des distances immenses. Du coup, l'approche muscle-car de SpaceX pose une question logistique absolument gigantesque. Si le réservoir se vide aussi vite, comment peut-on ne serait-ce qu'imaginer atteindre Mars? Eh bien, la solution de SpaceX est tellement ambitieuse qu'elle semble tout droit sortie d'un film. Il s'agit de créer une véritable station-service en orbite terrestre. Le plan est le suivant. On envoie le vaisseau principal et ensuite on lance jusqu'à 12 autres fusées, qui ne sont en fait que des citernes volantes, pour venir faire le plein. C'est un peu comme si pour faire un long trajet en voiture, on devait faire le plein non pas 1, mais 12 fois en plein vol, avant même d'avoir quitté l'orbite. Le balai logistique est tout simplement ahurissant. Mais le voyage, ce n'est que la première épreuve. Une fois sur place, c'est là que le vrai défi commence. Comment survivre? Parce que Mars, soyons clairs, ce n'est pas un lieu très accueillant. C'est un monde qui essaye activement de vous tuer. Les menaces sont absolument partout. Il y a les radiations cosmiques qui bombardent la surface en permanence, un sol toxique, une poussière aussi fine que de la fumée qui s'infiltre dans les poumons, et même la gravité qui est tellement faible qu'elle vous ronge les os et les muscles jour après jour. Chaque recoin de cet environnement est une agression pour le corps humain. Pour se protéger, l'ingéniosité est donc de mise. On imagine par exemple imprimer en 3D des sortes d'igloos de glace, ce qui créerait un bouclier translucide contre les radiations. Ou alors, on pourrait faire fondre la roche martienne, le régolithe, pour fabriquer des briques ultra résistantes. Mais la solution la plus sûre, c'est peut-être de s'installer sous terre, dans d'immenses tunnels de lave qui ont été creusés par d'anciennes éruptions. Une protection naturelle, parfaite et déjà sur place. Bien sûr, un abri ne suffit pas. Une colonie ne peut pas survivre si elle dépend de livraisons qui viennent de la Terre, à 225 millions de kilomètres de là. La clé de la survie, c'est l'autonomie. Il faut apprendre à vivre des ressources de la planète Mars. Et le concept magique derrière cette idée porte un nom, l'ISRU, pour utilisation des ressources in situ. En clair, ça veut dire utiliser ce qui est déjà sur Mars. L'air, la glace, le sol, tout devient une ressource potentielle. C'est en quelque sorte la déclaration d'indépendance de la colonie.
Et on a déjà la preuve que ça marche. L'expérience MOXIE, qui se trouve à bord du rover Perseverance, a déjà réussi à extraire de l'oxygène directement de l'atmosphère martienne, qui est composée à 95% de dioxyde de carbone. C'est une avancée tout simplement révolutionnaire. Le plus grand défi, cela dit, c'est celui de l'échelle. Passer de cette toute petite boîte expérimentale à une véritable usine à oxygène, capable de faire vivre un équipage été et de remplir les réservoirs d'une fusée, ça signifie qu'il faut multiplier la production par au moins 200. C'est un saut de géant. L'autre pilier de cette autonomie, c'est le carburant. Grâce à un procédé chimique appelé réaction de Sabatier, on peut combiner l'hydrogène de la glace martienne avec le dioxyde de carbone de l'air pour créer du méthane. Et le méthane, c'est précisément le carburant du Starship. C'est le ticket de retour, fabriqué directement sur Mars. Et pour le menu martien, alors? Eh bien, on oublie les sachets lyophilisés. On parle de créer un véritable écosystème. Imaginez des protéines fabriquées par des bactéries, des fermes aquatiques, des algues super riches en nutriments et bien sûr quelques vrais légumes frais parce que rien ne remplace le croquant d'une salade pour garder le moral. Mais une fois que tous les défis techniques sont résolus, le plus grand reste à venir. Et il n'est pas technologique. Une fois qu'on saura comment y aller et comment y survivre, il faudra répondre à la question « Comment allons-nous vivre ensemble ?» C'est le grand défi politique de Mars. Et là, on a deux visions qui s'opposent radicalement. D'un côté, on a le traité de l'espace de 1967, un héritage de la guerre froide, qui dit que Mars appartient à toute l'humanité et qu'aucun pays ne peut la revendiquer. De l'autre, on a des entreprises comme SpaceX qui, dans leurs conditions de service, déclarent déjà Mars comme une planète libre, non soumise aux lois terrestres. Le conflit est fondamental. Évidemment, il faut garder les pieds sur Terre, si l'on peut dire. Comme le rappelle l'ingénieur Robert Zubrin, les délais qui sont annoncés par certains sont extrêmement optimistes. Le chemin technique est encore très long. Mais ce temps de développement, c'est justement l'occasion de réfléchir à la question la plus importante. Parce qu'au-delà de la technologie et de la survie, le véritable enjeu, il est politique. Quand la Terre n'est plus qu'un tout petit point bleu dans le ciel, qui a vraiment l'autorité pour écrire les règles? C'est la question que nous devons résoudre avant même de partir. Et la réponse qu'on y apportera pourrait bien définir tout le prochain chapitre de l'histoire de l'humanité.